Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. A tout de suite avec mon invité. Dans ce nouvel épisode, je rencontre Jean-Christophe Serfati, le créateur de Logikimo, de Surface Privée et l'actuel PDG du quotidien La Provence. Il nous parle de ses débuts bien avant Logikimo, puis détaille son parcours jusqu'à La Provence avec un tour d'horizon de la presse. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir notre conversation avec Jean-Christophe Serfati. Bonjour Jean-Christophe Serfati. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir sur ce podcast. Tu as créé Logikimo en 1995, puis en 2014 Surface Privée, toujours dans le domaine de la presse immobilière. En 2017, tu es nommé PDG du quotidien La Provence. Avant de parler de ton parcours, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Jean-Christophe Serfati, j'ai 53 ans, 3 mariés, 3 enfants, voilà, 2 garçons et une fille. Les études ? Les études, un BTS de commerce. Et puis après, commercial. J'ai commencé comme commercial chez Firestone. Je vendais des pneus pendant 1 an. Je me suis vite aperçu que j'avais pas le moyen de gagner beaucoup d'argent en étant salarié lambda, on va dire, d'un groupe de pneus. J'étais commercial. Donc après, je suis rentré dans la presse en tant qu'agent commercial chez une boîte qui s'appelait à l'époque PIC International. Donc c'était un magazine immobilier. Immobilier vendu en kiosque qui vendait en fait, qui mettait en avant les fonds de commerce des gens qui voulaient vendre pour d'autres régions. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça à l'époque, on est dans les années 90 là. J'ai de suite très très bien marché dans ce métier-là, j'avais 23 ans. En quelques mois, je faisais plus que mon directeur. J'y suis resté 2 ans à peu près, où je gagnais très bien ma vie, c'était plutôt sympa à cet âge-là. Et après, j'ai eu une opportunité, je suis monté à Paris. À Paris, j'ai travaillé encore dans la presse pour un journal d'annonces. Comme quoi, c'était un peu mon destin, la presse. Pour un journal d'annonces. Là, pareil, j'ai fait le lancement d'un journal d'annonces et j'ai très très bien marché commercialement parlant. Et je vendais des petites annonces et de la pub aux professionnels de l'automobile et professionnels de l'immobilier. Et c'est là, en fait, où m'est venue l'idée de créer Logikimo. Je me suis aperçu que les professionnels de l'immobilier n'avaient pas de support dédié. Ils ne représentaient que 30% du marché à l'époque. Oui. Ils ne pouvaient communiquer que au travers de petites annonces dans les journaux gratuits, comme le 13 ici à Marseille, ou le DEP 94 à Paris, enfin tous les journaux gratuits de groupes Spire et Comareg. Et il n'y avait pas de support dédié. Je me suis dit, il faut que maintenant, pour que le professionnel de l'immobilier reprenne des parts de marché et mette en avant son savoir-faire, il faut lui créer un support dédié. Et donc c'est là où est venue l'idée de Logikimo, où j'ai créé le magazine des professionnels de l'immobilier. En 95 ? J'ai créé la boîte en 94. J'étais avec un associé, Michael Lacoste, qui est toujours mon ami. Qui est dans Surface Privée également ? Non, on a une boîte autre ensemble. Et on s'est dit, on va créer un magazine quali, parce qu'il n'existait pas à l'époque, on était sur du papier journal, etc. On va mettre des photos, donc papier glacé, photos. Pour avoir les photos à l'époque, il fallait monter sur les bureaux, parce que le professionnel de l'immobilier avait peur de se faire piquer le bien par un confrère, alors qu'il fallait lui expliquer que son concurrent, c'était pas le confrère, c'était les ventes de particulier à particulier. Une fois qu'on a créé ce concept-là, il fallait aussi le diffuser, parce qu'on ne pouvait pas diffuser un magazine quali comme ça, papier glacé, 90 grammes couché brillant, etc., en boîte aux lettres. Comme tu le rappelles, il n'y avait pas d'Internet. Et il n'y avait pas d'Internet. Et donc, on a mis en place, on était les premiers en France, donc c'est surtout ça pour moi l'innovation, à mettre en place la distribution sur présentoir. Ça n'existait pas. Donc, on a mis en place les présentoirs devant les agences immobilières, qui est le premier lieu où le parcours quotidien de quelqu'un qui recherche un bien. Mais également, on a élargi avec les boulangeries, tabac, restaurants, etc. Donc, premier numéro qui sort février 95 à Marseille. On tremblait avec Mika. On va au Columbia. On se met, il y avait un présentoir. Et on voit les gens qui prennent le magazine les uns après les autres. Ils le prenaient. Au bout on avait tiré 100 000 exemplaires pour le premier numéro.
Au bout de 15 jours, on était en rupture de partout, dans tous les présentoirs. Mais il y avait aucun autre présentoir. C'était une distribution inédite. Ça n'existait pas. On avait fait une campagne 4x3. J'ai créé la boîte avec 50 000 francs. Ouais. Donc 50 000 francs moi, 50 000 francs Mika. Et il a fallu qu'on trouve, à l'époque, on avait besoin de 500 000 francs. Ouais. Donc on a fait 17 banques. Aucune banque qui a voulu nous prêter de l'argent. Normal, 94, on sortait à peine de... C'était en c'est crise. 80 000 euros, quoi, c'est ça, ouais. Ça fait 80 000 euros. Ouais. Pour acheter les présentoirs, faire la campagne. On ne s'est pas payé pendant des années, etc. Bon, peu importe. Le parcours du créateur d'entreprise, j'avais 27 ans à l'époque, 28 ans. Bon, alors, j'en étais sur les banques. On a fait 17 banques, aucune n'a voulu prêter de l'argent. J'ai eu la chance que mon grand-père, qui avait un peu d'argent, s'est porté caution sur ses assurances vie, qu'il avait mis de côté toute sa vie, c'est un artisan, pour nous débloquer cette somme-là. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a créé et on a sorti le premier numéro. Le premier numéro a de suite marché. Les clients, ils étaient enchantés. Et comme on était un peu fous, on n'avait pas d'argent, mais on était un peu fous, on avait 28 ans, on s'est dit on va de suite monter Aix-en-Provence. On monte Aix-en-Provence, bam, carton pareil. 3 mois après, on s'est dit bon, ben, on va aller sur la Côte d'Azur. Moi, le banquier m'a appelé le soir, on était à découvert parce que j'étais en phase d'investissement, mais en même temps, il fallait quand même payer les gens qui travaillaient avec nous, quoi. Donc pendant 1 an, ça a été en termes de trésorerie très dur, mais on a lancé quand même les 3 titres. Ce qui nous amène de la première année, on fait 4 millions de francs de chiffre d'affaires. Mais attends, avant que tu ailles sur les chiffres, tu avais une clientèle d'agents immobiliers chez PIC ou c'était... Ah non, rien à voir. Tu as tout créé, donc tu as créé en fait de zéro. La clientèle d'agents immobiliers. C'est ça. Il fallait, parce que tu sais qu'on a fait le même métier à un moment, donc il fallait aller quand même démarcher les présentoirs, enfin les commerçants. Les commerçants, ouais. Les boulangeries, etc. Tu avais combien de points de vente à peu près, enfin de points de distribution, pardon. Je devais avoir 400, 500 points. Ah oui, quand même. Ouais, on avait pris des... J'avais embauché. Et la contrepartie, tu déposais rien, aucune contrepartie. Ok. Juste, ça serait sympa de nous accueillir. C'était l'intérêt pour vos clients. D'accord. Voilà, il n'y avait pas de contrepartie, on ne pouvait pas. Donc on était sur les chiffres. Oui, donc première année, on fait une petite boîte, 4 millions de francs, ce qui fait maintenant 600 000 euros de chiffre. Et 600 000 euros, c'est ça, de chiffre d'affaires. Et on dégage 151 millions. Attendez, oui, c'est compliqué avec les euros et les francs. Ça sort plus. 150 000 euros de résultats. D'accord. Ouais. Donc une belle petite boîte. Deuxième année, on ne se payait pas. C'était épique, un petit bureau, etc. On a commencé dans un garage avec Mika. Deuxième année, on double le chiffre d'affaires, on double le résultat. Troisième année, on double encore le chiffre d'affaires, on double le résultat. Ce qui avait, en 98, on fait 3 millions d'euros de chiffre et 600 000 euros de résultat. C'est là où on est approché par Spire. Pourquoi on est approché par Spire ? Spire et Comareg ont essayé de nous lancer des concurrents. Alors rappelle qui est Spire et Comareg. Spire, c'est les 2 monstres des gratuits en France qui ont été créés dans les années 70 pour l'intermédiation sur tout ce qui est occasion et neuf entre le particulier et le professionnel. Donc, tout le monde connaît les journaux de l'époque, enfin tout le monde, nos enfants moins, mais nous oui, le 13 à Marseille, Marseille 7, etc. C'est ces groupes-là qui en avaient 200. Paris Vendu après, c'est ça ? C'est ça qui est devenu, la Comareg est devenue après Paris Vendu, Spire est resté Spire avec les trucs de Régicom. Et j'ai un appel un jour, je me rappelle, j'étais en lancement en 98, donc on fait cette belle année, fin 97, je suis en train de lancer Lyon et le Var. Nous, on ne s'arrêtait pas dans le développement. On avait vraiment la vocation et la volonté d'aller... Et qui recrutait ? C'était toi qui recrutais ? Nous, d'accord. Et donc, on lance, je suis en lancement de Lyon. J'ai un appel de mon assistante qui me dit, l'assistante de M. Léoni qui vous a appelé, donc Philippe Léoni, bien sûr. Du groupe Spire, il souhaiterait vous rencontrer. Bon, on va le voir. Le fit passe bien. On se met en contact pour un deuxième rendez-vous. Et il nous dit, voilà, moi, de votre concept, on a essayé de vous concurrencer. On n'a pas réussi. On était sur le terrain, on connaissait le concept par cœur, ils ont essayé de faire comme nous, aussi bien Spire que la Comareg, mais ils n'ont pas duré longtemps. Donc à cette période, tu voyais quand même arriver un truc de chez eux, un journal qui sortait Ah oui, ils nous ont sorti, les 2 nous ont sorti un concurrent. D'accord. Un sur Aix et l'autre sur Marseille. Mais c'était pas à l'époque Maguimo, tout ça ? Non, c'était pas tout ça. Non, Maguimo c'est après. D'accord. Oui, parce qu'on a été les premiers à faire ça en France. Et donc ils nous sortent les concurrents. Bon, nous on était sur le terrain, on savait faire quoi, on avait le savoir-faire. Et donc ils nous approchent pour nous racheter. Voilà. Donc le discours de Philippe Léoni était très très cohérent et en plus il a tout tenu. C'est de dire votre concept, vous avez créé quelque chose de nouveau sur le marché. J'aimerais m'associer avec vous pour le développer au niveau national et international. Donc
On commence à discuter valo, etc. Alors, il y a une anecdote qui est rigolote, c'est que faut savoir que on avait 30 ans, hein, donc c'est 30 ans encore jeune, on venait de créer la boîte, etc. Ça commençait à marcher. Et un soir, Philippe Léoni m'appelle en me disant voilà, j'ai vu vos comptes, etc., etc. Je vous en propose tant. Bon, j'avais le haut-parleur, il y avait Mika en face de moi. Je dis monsieur Léoni, j'étais très, très heureux de vous rencontrer, mais ça ne m'intéresse pas. Alors, est-ce que le chiffre, tu bluffais déjà ou le chiffre était intéressant? C'était bien, mais bon. Pas suffisant. Je ne savais pas trop parce qu'on avait des conseils, etc. Mais bon, il faut savoir qu'on a une petite expérience. Voilà. Je n'avais jamais vendu une boîte ni rien. Bon, aujourd'hui, je sais faire. Mais... Et il me dit, j'ai dit, bon, heureux de vous rencontrer et je vais pour accrocher. Et il me dit, attendez. Et il me dit, combien vous en voulez? Mais là, j'ai Mika en face de moi, je ne savais pas. On se regarde. Et moi, je vais au bluff, je lui dis le double de ce que vous m'avez proposé. On attend, mais j'ai un silence qui a dû durer je ne sais pas combien de temps. Et il me dit ok, nos avocats se parlent demain matin. Tu communiquerais le prix ou pas? Non. Et c'est comme ça que ça s'est comme ça s'est fait. Donc en fait, on a cédé 80% de l'entreprise sur la valo qu'on voulait, avec l'objectif on a gardé 10% chacun avec Mika, avec l'objectif de développer au niveau national et international. Donc on signe en février 98. En 99, on lance 11 titres à Paris, un par département. Donc là, avec eux, c'est nos limites financières. Ouais, parce qu'on avait l'avantage d'avoir signé avec un groupe industriel, c'est qu'on avait tout le back-office au niveau industriel, c'est-à-dire tout ce qui est pré-presse, imprimerie, etc. Recrutement, il y avait des forces vives quoi, dans le groupe, c'était un gros groupe déjà, côté en bourse, etc. Et en même temps, on avait le cash pour pouvoir se développer et faire des pertes d'exploitation. Parce qu'on est passé d'une boîte. Moi, quand j'ai vendu en 98, on avait 35 personnes. En 2001, on était 430. Ah oui. Voilà. En 3 ans, on a multiplié l'effectif, je ne sais pas par combien, par 10. Et on s'est retrouvé fin 2002, on avait 49 types sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'on avait lancé toute la région parisienne, plus après l'Est, l'Ouest, etc. On était national, quoi. 49 titres. 2002, une fois qu'on arrive là avec nos 49 titres, on remet la boîte d'équerre, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements, elle est rentable. C'est là où Michael, il s'en va, il fait son earn-out, il s'en va. Moi, je reste, et on décide avec Philippe de développer 2 choses. Un, le pôle luxe, donc, parce que dans le immobilier haut de gamme, donc je rachète demeures et châteaux, je rachète Property sur la Côte d'Azur, et je fais, on va dire, le numéro 1 du pôle luxe en France, avec Propriété de France. Et en même temps, l'international. Donc, international, on y va par deux stratégies. Une stratégie de croissance externe. Donc, je rachète des bonnes boîtes, on va dire, une en Angleterre, qui faisait à peu près le même métier. Alors, on n'était pas sous le même nom, forcément. Logiquement, ça veut rien dire à l'étranger. Je rachète une en Angleterre, une en Suisse, une aux Pays-Bas et une en Belgique. Et je crée, dans les pays de l'Est, parce que par opportunité, je crée le concept Logikimo qui s'appelle Real City là-bas. Je crée la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. Et je me retrouve fin 2007 où la boîte, on la monte à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 18 millions de résultats d'exploitation, avec 25% de chiffre d'affaires à l'international. Et tu as toujours les 20% ou les 10? Non, j'ai vendu. D'accord. Après, en 2007, je fais mon earn-out. Donc, je vends. Qui était protocolé, donc très bien. Et bon, vu que la boîte, elle avait beaucoup grossi, donc mon earn-out était bien mieux que les 40% du départ. Bien sûr. Mieux, c'est le deal. Et moi, j'avais 40 berges à l'époque. J'avais fini mes contrats, etc. Et c'est là que Philippe, vu que j'avais un très très bon rapport, et puis on est toujours très amis, me propose de prendre la direction générale du groupe Spire. En charge de tous les médias. C'est-à-dire tous les gratuits, Logikimo, plus les joint ventures qu'on avait avec Le Bon Coin, La Centrale et 20 minutes. Voilà. Oui, parce qu'il était distributeur du Bon Coin, c'est ça? Ou c'était pas vraiment... On était associés, 50-50 avec Le Bon Coin, on l'a créé ensemble. Avec une boîte qui était du nord de l'Europe, non? Schibsted. Oui, c'est ça. Le groupe norvégien Schibsted. D'accord. C'est ça. Juste, on rembobine 2 secondes. Sur Logikimo, l'idée de départ, il y a une légende, je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Quand j'étais moi dans la pub immobilier, on dit ils ont monté le truc après un voyage aux États-Unis où ils ont vu leur. Non, c'est une légende. C'est une légende. D'accord. Ça existait? Tu t'es renseigné? Ça existait en dehors? Je ne sais pas. L'idée, c'était de monter un magazine. Alors, aux États-Unis. Il y a beaucoup de trucs aux États-Unis. Non, effectivement. J'ai pas été. La légende dit.
on embellit les choses. Mais j'ai un ami qui avait été aux États-Unis, qui avait vu les présentoirs. Et quand je discutais avec lui, je lui dis je voulais faire des présentoirs. Il me dit mais je l'ai vu aux États-Unis. Les gens maintenant ils prennent les magazines. Avant la création de la boîte. Avant la création de la boîte. Ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait que je fasse une autre distribution et non pas une distribution boîte aux lettres, mais une diffusion de proximité. Voilà, c'est ça. Continue donc Spire. Donc Spire, après je suis directeur général du groupe Spire. Donc salarié là. Hein. Je n'ai jamais été salarié. J'ai toujours été mandataire social parce que j'étais toujours président de Logikimo. D'accord. Parce que j'avais encore un petit bout de capital qui m'avait gardé pour que je reste. Et en fait, à 40 ans, voilà. Et donc, c'était soit je faisais autre chose, soit je restais. Donc, comme il y avait une évolution de carrière très importante de gérer tous les médias et notamment la transformation digitale, etc. Chose qu'on avait déjà réussi avec Logikimo. Parce que moi, j'ai créé mon premier site en 99, 98 même. Il y avait même pas. C'était le début de Google. Nous, on se référençait sur Lycos, AOL, etc. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. Et on avait réussi à transformer le modèle puisqu'en 2007, on faisait plus de chiffres sur Internet déjà que sur le papier. En 2007, oui. En 2007 déjà. Parce que moi, quand j'ai créé le journal immobilier à l'époque, 2002, vous commenciez, je crois. On commençait à monétiser. Mais vous aviez c'était un peu du retard presque. On avait du retard sur Sologer parce que moi, j'ai failli racheter Sologer à l'époque. Donc je connais bien le truc. Moi, quand j'ai créé Logikimo en 95, Sologer était déjà... Ils avaient le 3615, ils avaient racheté le 3615 Sologer, ils avaient déjà un site internet. Donc eux, ils avaient plusieurs années d'avance sur nous sur internet. Ouais, moi je sais que j'ai gardé le journal 8 ans, mais j'ai décidé de vendre un jour. On fait une soirée, je rencontre le directeur marketing de Sologer et on parle investissement et il mettait d'argent, il mettait je crois 2 fois plus d'argent dans l'investissement dans la pub que mon chiffre d'affaires total. Et je me suis dit, il faut que je me casse. Il faut que je me casse. Quoi. Ouais. Bien sûr. Mais moi, je l'ai vécu, tout ça de cette... Bon, je suis passé assez vite, mais toute la transformation digitale, la pub télé, logikimo.com, pour aller chercher de l'audience, etc. Et aujourd'hui, Logikimo, c'est toujours le 3e site de France. On n'a jamais pu récupérer Sologer, mais on était bien positionné en termes de numéro... Avant le Bon Coin, quoi, en termes de professionnel numéro 2. Quoi. D'ailleurs, Sologer a racheté Logikimo. Donc Spire, DG, et qu'est-ce qui se passe donc DG, avec toute la transformation digitale de Régicom, la poussée du Bon Coin, de la centrale, et en même temps la transformation également de Logikimo, quoi, et continuer la croissance, etc. Il y a la crise quand même en 2008 qui nous a fait mal, donc ça, on a réussi à, grâce à une petite restructuration sur Logikimo, à repartir de l'avant sur les gratuits. Ça a été catastrophique. D'ailleurs, la Comareg a déposé le bilan quelques années plus tard. On ne rappelle plus exactement quand. Spire démantelé. Spire démantelé. Non, alors moi, quand j'ai pris le poste en 2007, je suis resté jusqu'en 2011. En fait, je suis parti quand Philippe Léoni est parti. Il est parti, je suis parti un an après. Avec les gens qui l'ont remplacé ne me convenaient pas. Donc on est parti, on s'est quitté en bon terme, il n'y a pas de souci. Mais je n'étais pas en phase avec la stratégie. Donc après, je me suis retrouvé, je suis parti en fin 2011 de Spire. Donc forcément, j'avais une clause de non-concurrence de 2 ans sur l'Europe, valable, payée, etc. Pas de souci. Donc pendant 2 ans, j'ai pas fait grand-chose, on va dire, quelques trucs. Et puis après, je me suis dit, voilà, je vais relancer. Donc, mais j'ai été plus dans le haut de gamme. Donc j'ai relancé Surface Privée, qui reste un magazine à forte diffusion, mais beaucoup plus quali. Parce que je me suis dit aujourd'hui, le professionnel de l'immobilier, d'ailleurs c'est pour ça que ça marche, n'attend pas après moi pour avoir du contact. Pour avoir du contact, ça va être Sologer, Le Bon Coin, Logikimo, etc. En revanche, il a besoin d'un support de qualité pour faire de la notoriété, rentrer des mandats. Mais ce que je veux dire, c'est, je t'en ai parlé quand moi j'ai vendu, je me suis dit, finalement j'ai bien fait. Toi, tu vois le marché à un moment du gratuit décroître. Oui. Tu as la montée d'Internet, tu as des démantèlements de groupes comme Spire, etc. Et la montée énorme des Sologer et du Bon Coin. Tu te dis pas, il faut que je sorte de la pub immobilière. Tu te dis, j'ai envie d'y retourner quand même. Oui, parce que la preuve, c'est qu'aujourd'hui ça marche plus. Oui, mais donc, ça c'est oui. Oui, voilà. Donc c'est que je me suis dit, le professionnel, de toute façon, le professionnel de l'immobilier, s'il fait pas de magazine, il va faire du tractage, il va faire du tract, il va aller en boîte aux lettres pour aller chercher du mandat. Il a besoin d'une autorité de visibilité. Donc autant que faire se peut, le faire bien,
Donc c'est pour ça que j'ai changé complètement la ligne éditoriale. Il est quali, il est ludique. Et donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai racheté une boîte aussi qui s'appelait Imoxia, que j'ai transformée. Un réseau de franchise, quoi. Ouais, j'ai eu jusqu'à 23 titres de surface privée. Donc ça marchait plutôt bien. Hein. Et puis ça marche bien, c'est une boîte qui marche bien, qui est rentable. Les annonceurs sont satisfaits. Aujourd'hui, on a un site internet, on a tout ce qu'il faut. Mais la base, on ne va pas se battre sur l'audience, sur le contact, on va se battre sur la qualité, la notoriété. Voilà. D'accord. Donc 2011, tu quittes Spire, 2014, tu montes Surface Privée. J'ai écouté une interview, justement, tu parles à l'époque d'un triptyque média. Web, papier, mobile. Bon, maintenant c'est un peu plus, mais 2014, qu'est-ce qu'il y avait de novateur dans le lancement de Surface Privée? Ouais, qu'est-ce qu'il y avait de novateur? Qu'est-ce que tu as amené de plus que la quali, évidemment, tu l'as viens de le dire. La quali, ça c'est clair. Et puis j'avais amené un système qui n'a pas marché, qui était vachement quali, je trouvais. C'est qu'à partir du moment où tu avais l'appli Surface Privée, tu pourrais prendre une photo dans le magazine et tu avais toutes les photos qui découlaient derrière. D'accord. Donc c'était un peu le lien entre le web et le papier. Voilà, donc ça c'était un peu l'innovation. D'ailleurs, on l'avait appelé le premier magazine interactif. Bon, finalement, l'usage. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a plein qui ont sorti, ça ne marche pas. Les gens ne font pas le lien entre le papier et le web. Voilà. Il n'y a pas ce lien-là. L'usage utilisateur, on va dire. Mais bon, après, on est resté sur nos bases. Un beau magazine, bien distribué. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça marche toujours. On est leader. Et que ce soit aujourd'hui ou à l'époque de Logikimo, tu n'as pas eu envie de le décliner, je ne sais pas, moi, dans autre chose, dans les bateaux Je l'ai fait dans l'auto. Dans l'auto. Dans l'auto, je l'ai fait à Paris. Mais j'ai pas eu l'impression que ça a fonctionné. Ça a pas. Pourquoi ? Parce que le marché de l'auto est complètement différent. C'est-à-dire que quand on stocke les véhicules, et donc ils ont besoin de tourner vite. Et s'ils n'ont pas tourné les véhicules au bout de 15 jours, ils vont les vendre à marchand. Donc sur le papier, c'était pas bon. Il fallait de l'internet, quoi. Il faut que ça aille vite. Donc je l'ai fait sur Paris. On a arrêté au bout d'un an parce que ça marchait pas. D'accord. On a appelé ça Logique Auto. Ah oui. Ouais. L'arrivée de Surface Privée, je vois que tu as décidé de faire quelque chose, un système à la performance. Explique-moi donc au niveau, en fait, tu payais que des contacts qualifiés, ça c'était novateur. Oui, ça oui. Mais c'était compliqué à mettre en œuvre. Donc ça n'a pas fonctionné ? Non, donc là vous restez sur un modèle classique en fait. Hein. C'est ça, papier. Papier, dupliqué sur le web avec un petit forfait, plus il y a des options. Voilà, on essaye toujours de trouver de nouvelles choses. On travaille sur un iMag, un truc pas mal là, qui va sortir bientôt. Mais après, on reste sur nos basiques de métier. Nos clients, ils attendent quoi ? Qu'on leur donne de la qualité, qu'ils soient bien distribués, et puis qu'ils aient de la visibilité, du contact, quoi. Combien de titres aujourd'hui ? Alors j'en ai eu jusqu'à 23. Aujourd'hui, j'ai cédé ma franchise. D'accord. Je peux pas tout faire. Hein. Bien sûr. Là, aujourd'hui, j'en ai encore 3 en propre. J'ai Marseille, Aix-en-Provence et le Vaucluse. Et le groupe est monté à combien de chiffre d'affaires à peu près ? Le groupe, alors c'était les réseaux de franchise, c'est pas pareil. La franchise, elle est montée à 1,5 million. Et le réseau de franchise, et là le franchiseur, on va dire, aujourd'hui, les surfaces privées que j'ai, ça fait à peu près aussi 1,5 million. D'accord. Mais les franchises ont été éclatées ou c'est chacun a récupéré sa part ? J'ai revendu chaque entité. J'ai revendu la franchise. D'accord. Le droit de franchise. Le droit de franchise, ouais. J'ai dealé avec eux, j'ai revendu la franchise. On va parler de la Provence, on est dans ton bureau. Ouais. La Provence, elle est née d'une fusion entre 2 quotidiens. Alors pour ceux qui connaissent bien, c'était le Provençal et le Méridional. Le groupe détient Corse Matin. 2013, la boîte est passée proche du dépôt de bilan au moment où le groupe Bernard Tapie reprend et devient l'actionnaire principal. Comment ça va la Provence aujourd'hui ? On va dire ça va mieux. Hein. Ça va mieux. Alors, si on fait 2000, c'est rigolo parce que 2013, alors je connais très très bien le dossier parce que quand j'étais DG de Spire, on avait travaillé en off à l'époque. On s'est dit, comme il y a 2 grosses boîtes de gratuits, Spire et Comareg, par vendu quoi, pourquoi on ne travaille pas sur une fusion des 2 ? Comment le laisser comme ça ? Pourquoi on ne travaille pas sur une fusion des 2 groupes et on fait un seul gratuit ? Et donc, ça ne s'est pas fait, hein, mais j'ai travaillé sur ces dossiers-là. Et en fait, le groupe Persan, qui avait la Comareg dans son escarcelle, qui était une boîte très rentable en 2006-2007, ça... comme Spire, quoi, ça crachait entre 40 et 50 millions d'euros par an de résultats. Et il s'était fortement endetté pour reprendre à Hachette tous les titres du sud de la France, c'est-à-dire Nice Matin, Var Matin, La Provence, Corse Matin, etc. etc.
Et donc je connaissais déjà aussi très bien le dossier. Alors c'est une aparté, mais bien sûr. Voilà. Et quand la Comareg a déposé le bilan, le groupe Ersan n'avait plus les ressources pour rembourser les banques. Et donc c'est là où ils ont fait des write-off au niveau des banques. Et c'est là où Bernard Tapie rentre en jeu et a dit moi je joue le jeu, je rachète la Provence. C'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Donc au bord du dépôt de bilan, après il a mis quand même pas mal d'argent en compte courant et en augmentation de capital. Il y a eu une restructuration qui a été faite. Aujourd'hui, l'année dernière, la Provence a fait un résultat positif. Donc on va dire, c'est pas à la presse, on en parlera je crois. Oui, on va parler. C'est un marché assez difficile, mais on va dire qu'on est plutôt, on se porte plutôt pas mal. Il s'est investi, Bernard? Alors moi, pour faire l'aparté, c'est que je suis un vendredi soir chez moi. J'ai un coup de fil à 21h. Tu le connaissais? Non. D'accord. Je l'avais rencontré une fois, mais je le connaissais pas. Mais je connais son fils, Stéphane. Stéphane, oui. Qui est très ami avec un très bon ami à moi. Je le connaissais comme ça. Et c'est Stéphane qui m'appelle. Il me dit, est-ce que tu veux devenir président de la Provence? Vendredi soir, 21h. Je dis, je sais pas, pourquoi pas, je sais pas. Donc là, tu avais Surface Privée, tu avais ton business, ça fonctionnait. Surface Privée, j'ai une boîte de marchand de biens, j'ai une boîte de t-shirts, j'ai toujours été entrepreneur, donc j'ai quelques boîtes. Mais tranquille, quoi. Bon, je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai dit pourquoi pas. Et donc, je suis monté le lundi voir Bernard Tapie. Le feeling est bien passé de suite entre nous. Il me dit, faites-moi un plan stratégique, comment vous voyez à 3 ans l'entreprise. C'est un gars comme on le connaît, qui va direct, quoi. Ah, direct. Ouais, ça a l'air. Il n'y a pas de fioriture. Ouais. Donc, je fais le plan à 3 ans. Il me semblait cohérent. Je bosse pendant quelques semaines dessus. Il a vu le plan et il me dit, on se met d'accord au niveau des conditions ensemble, rapide, sans problème. Et il me dit, ok, c'est bon, on y va. Mais pourquoi toi? Pourquoi moi? Je pense qu'il voulait un Marseillais, un gars des médias, et pas forcément un gars de l'éditorial, un gars de la pub. Et donc, en fait, il a pensé à faire un binôme avec Franz-Olivier Gisbert. Donc, Franz-Olivier Gisbert qui s'occupe, lui, de l'éditorial. Donc, qui est devenu directeur éditorial, donc il chapeaute tous les journalistes, on a 200 journalistes ici, qui chapeautent donc toute la rédaction, et un gars de business qui va chapeauter tous les autres services, notamment développer tout ce qui est pub, etc. Donc voilà. Donc, c'est pas mal comme binôme, surtout si la boîte avec France, on s'est de suite très très bien entendus tous les deux. On est très très proches, pas de souci, on travaille tous les jours ensemble. Et avec chacun aussi, on a un fort respect l'un pour l'autre. Lui, en éditorial et en écrivain, dans ce métier-là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en France comme lui, c'est clair. Et avec ma connaissance de la pub, parce que j'ai managé jusqu'à 800 commerciaux, etc. Donc, cette connaissance-là, je pense on a su développer et amener aujourd'hui la Provence dans un marché qui est très très dur, le marché de la presse, qui est en pleine transformation. On va en parler, oui. À flot, quoi. Voilà. Au niveau de la presse, la transformation se fait avec le numérique, c'est-à-dire que moi je le vois, on était abonné par exemple à la Provence, après il y a le numérique, enfin moi je préfère aujourd'hui lire, même si je suis imprimeur à la base, je préfère lire sur l'iPad quand même. Bien sûr. C'est quoi la répartition? Alors, la répartition de la Provence et peut-être la répartition du marché, mais peut-être le marché on va en parler. Non mais c'est pareil. Connexe. Il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est que on a deux sources de revenus quand on parle en diffusion. Je parle pas de la pub, de la régie. C'est sur la vente au numéro, c'est-à-dire celui qui va acheter son journal tous les jours, et l'abonné, celui qui est abonné. Historiquement, la Provence n'avait pas de stratégie d'abonnement très poussée. Pourquoi? Parce que historiquement, ça appartenait au groupe Hachette. Le groupe Hachette, ça l'intéressait que la personne allait acheter la Provence tous les jours au kiosque. Je parle il y a des années, Et quand elle achetait la Provence, elle pouvait acheter Paris Match, Well, etc. Donc il n'y a jamais eu de stratégie poussée d'abonnement comme on peut l'avoir sur d'autres groupes de PQR, par exemple Ouest France ou le Télégramme de Brest, ils ont plus de 80% d'abonnés. Moi aujourd'hui, je suis à 50-50. 50% en vente au numéro, 50% abonnés. Je parle en papier. C'est-à-dire que tous les jours, il faut faire le business. Voilà. Mais comme les gens achètent de moins en moins de journaux, il faut savoir que la diffusion, on a perdu 50% de notre diffusion en 5 ans. On perd 10% par an de vente au numéro. Donc, il faut rattraper ça sur les abonnés. Donc, les abonnés papier, c'est de plus en plus dur, mais on arrive à les maintenir. Mais en revanche, on développe fortement les abonnés numériques. Aujourd'hui, en abonnés numériques, on a dépassé la barre des 11 000 abonnés numériques. Ce qui est pas mal.
Combien de 11 000 abonnés. Et combien de tirages en tout? 100 000. 100 000 Ouais. D'accord, 10%. Donc, ouais, 10% à peu près. D'accord. Il y a des actions qui sont faites sur le numérique? Parce que le numérique, c'est pas... vraiment que tu fasses 10 000 ou 100 000, le coût est le même. Ah oui, parce que, bon, oui, le coût plus de ou moins, diffusion, mais après, ça permet d'amortir la structure aussi. Oui, bien sûr. Parce qu'on baisse en abonnement ou en vente au numéro, ça permet, en faisant de l'abonnement numérique, ça permet d'augmenter et d'amortir la structure éditoriale. Oui, on a des objectifs très forts. Là, on a sorti une carte de fidélisation parce qu'on perd aussi des abonnés. Alors, la moitié des abonnés qu'on perd, c'est les décès. Malheureusement, oui. Et oui, malheureusement. Et c'est pas évident que le fils il se rabonne derrière. D'accord. Donc, il faut aller chercher d'autres types de clientèle, on va dire, entre guillemets. Donc, on a une stratégie là, très puissante. Je compte doubler les abonnés numériques l'année prochaine. Donc, passer à 20 000 l'année prochaine et passer à 40 000 en 2021. Donc, pour ça, alors il y a le potentiel, parce qu'avant, si je prends la Provence, le Méridional et le soir, c'était entre 250 et 300 000 exemplaires vendus jour. Donc il y a le potentiel d'aller les chercher. On a le potentiel nécessaire. Ceci dit, aujourd'hui, il faut que, c'est ce qu'on fait sur le site, on monétise de plus en plus les articles maintenant sur le site. C'est-à-dire que c'est soit j'achète à l'article, soit j'ai rien, soit je m'abonne. Oui, le monde, tout ça, tout le monde le fait. Tout le monde le fait, c'est ce qu'on appelle le meter paywall. Et ce qui nous permet après de pouvoir vendre de l'abonnement numérique derrière avec de la fidélisation, du référencement et on a aussi des commerciaux qui vendent des abonnés numériques. Et les autres titres, qu'est-ce qu'il y a comme titre encore féminin? Oui, version féminine le samedi et le TV Hebdo le samedi. Il y a un pic le samedi, le week-end On vend 30% de plus. Avec l'hebdo, il y a toujours la TV Hebdo aussi? Il y a l'hebdo et puis aussi, je pense aussi le comportement. Le samedi, on ne travaille pas en général, on va prendre son café, on achète le journal. Je sais que je vends 130, 140 000 exemplaires le samedi, alors que je suis plutôt à 80, 90 000 dans la semaine. Et quel est le plus gros concurrent? Je ne parle pas du journal, je parle du média. Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est... c'est le digital, c'est les GAFA. Près de 80% des budgets digitaux, ça on le sait, c'est le digital. C'est-à-dire qu'on peut, on peut se tenir au courant des nouvelles sans lire la presse. Oui, avec les brèves. Avec les brèves. C'est là où la stratégie de développement éditorial est importante. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, on va pouvoir acheter ou s'abonner pour les articles de fond. Donc c'est ça qui va intéresser les gens. Tu veux dire que si, par exemple, je reçois un article qui m'intéresse, je clique pour m'abonner, je peux acheter que l'article? Oui, on peut acheter que l'article. Ça, c'est bien. Ouais. 70 centimes. D'accord. Directement avec le téléphone, en faisant tac-tac, en 2 secondes. Sur l'App Store? Sur un App Store, quoi. Ouais, non, même sur la web app. Sur la web app aussi. Donc là, on a lancé il y a 15 jours, 3 semaines. On a fait 500. Première semaine, on fait 500 contenus achetés quand même. Et puis ça génère après de l'abonnement. Parce que celui qui achète une fois, 2 fois, 3 fois, il dit je m'abonne. Et sachant qu'on a mis un prix d'abonnement aussi. On est rentré sous le seuil psychologique des 10 € par mois. Pourquoi? Parce que dès qu'on passe les 10 €, on est en concurrence avec Netflix, on est en concurrence avec Canal, etc. Et on n'a même pas forcément la valeur ajoutée. Vous voyez, quand je regarde Le Figaro ou Le Monde, ils ont plus de 100 000 abonnés, voire 200 000 pour Le Monde, mais on est sur de la CSP+. Nous, ici, on est sur une catégorie populaire, quand même, puisque la PQR, par essence, c'est populaire. Donc, presse quotidienne régionale. Il faut qu'on ait des budgets qui soient abordables. Et quand on fait des études, on voit qu'aux États-Unis, 80% des abonnements papier ou numérique, je veux dire pour des journaux, sont en dessous du seuil fatidique de 10 $. Donc nous, on s'est mis en dessous de 10 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 9,90 € par mois. Voilà, pour avoir la Provence tous les matins en PDF, etc. Comment ça fonctionne un journal quand on est PDG la ligne éditoriale donc, qui est gérée par Fogg, voilà, François Jallier. Comment tu fais pas que du financier à un moment Non, parce qu'en fonction des articles, en fonction, je sais pas, des scoops ou quoi, il y a un moment, il y avait un appel Ah oui, bien sûr. Bon, moi j'interviens je donne mon avis. Tu es aux réunions Pas toutes. Quand tu as des gros sujets, parce que je suis quand même le directeur de la publication. Mais bon, c'est Franz qui s'occupe de ça. Il est bien meilleur que moi et c'est un professionnel de ce métier-là. Après, il y a tous les autres services, parce qu'on a 6 métiers ici. On a l'imprimerie en interne, on a le pré-presse, on a la régie commerciale. Après, il y a tout le back-office, la compta, tout est intégré, les RH. Donc moi, je gère l'ensemble de l'entreprise et la Corse aussi, puisque je suis aussi PDG de Corse Matin. D'accord. 200 journalistes, on a dit? Ouais, 200. Et en tout, en nombre de salariés? Avec la Corse, on est 900. 900, c'est pas mal, d'accord. Ouais. Donc la ligne éditoriale, ça se passe comment? Il y a des réunions? Ah oui, 2 fois par jour. 2 fois par jour. Oui, en fonction de ce qu'on va mettre le lendemain dans le journal. Mais là aussi, on est en train de... je travaille pour évoluer, on va faire passer
dans l'année où j'espère avant 2021 sur du web first, quoi. On va d'abord tester les articles sur le web et puis voir l'appétence que ça a pour voir les titres du lendemain, etc. Comme travail aujourd'hui, beaucoup de rédaction aussi. Donc on est en train de tourner le modèle aussi là-dessus, quoi. Alors, j'ai vu également que quand tu as repris la Provence, tu as publié 3 plans stratégiques. Moderniser la Provence, améliorer son produit, c'est ce on vient de voir. Diversification, croissance externe. Donc finalement, c'est ce que tu appliques plus ou moins à ce que je t'ai appliqué toute ta vie, donc à Logikimo et à d'autres. Voilà. Et la digitalisation, ça également, on l'a plus ou moins vu. La croissance externe, c'est quoi pour toi? Alors, c'est pas forcément que croissance externe. Pour moi, j'ai regardé des boîtes à racheter, parce que j'en ai racheté pas mal. Mais c'est quoi une boîte à racheter quand on est à Provence? Il faut que ce soit connexe de nos métiers. Alors, ça va dans la diversification. La diversification, c'est quoi? C'est que comme on vend de moins en moins de journaux, mais qu'on a une marque très forte, on a fortement développé tout ce qui est événementiel, réseau de networking et événementiel sportif. Donc aujourd'hui, on fait une vingtaine de salons, soit l'auto, la moto, l'IMO, la voiture électrique, le Touchous qui est la semaine prochaine à Aix, ça c'est sur la montagne, etc. Donc on fait beaucoup d'événementiels. On fait également de l'événementiel sportif, le Tour de la Provence qui a été créé il y a 3 ans. Aujourd'hui, ça devient, là cette année, on va devenir le 3e événement cycliste de France. Et on a un plateau là où on a tout le Tour de France pour la prochaine édition. On est retransmis sur l'équipe TV, on a signé des accords pour être retransmis dans 150 pays. On va avoir plus de 400 millions de téléspectateurs, 450 millions. Donc on devient un événement majeur ici en sportif de la région. Donc ça c'est une vraie réussite. Puis on fait les masters pétanques, on fait les boules aussi, le provençal, le running. Le foot est important aussi. Donc le foot c'est sur l'éditorial. Nous on n'organise pas d'événements. Ça c'est pour faire si l'OM gagne, c'est mieux pour la vente de journaux. Ça c'est sûr, oui. Ça c'est clair. Voilà ça. Et puis on a créé aussi tout un réseau de hubs, ce qu'on appelle les hubs, ce qu'on appelle des réseaux de networking. Ici il existait, quand je suis arrivé, il existait le club de l'immobilier. Qui était, on va dire, assez vieillissant. Et donc, on a décidé de ce club de l'immobilier, de le transformer, de s'ouvrir sur l'extérieur, d'appeler ça le hub. Et des hubs, le digitaliser. Le digitaliser, c'est quoi? C'est de mettre un rédacteur, non pas un journaliste, mais un rédacteur dédié, qui va prendre toute l'actualité des partenaires, créer une minute émo, créer un JT une minute éco, je veux dire, créer un JT de l'économie également. Et faire des réunions, monter en gamme les réunions qu'on peut voir avec les différents partenaires. Donc de suite, il y a eu un taux de satisfaction parce qu'on fait une enquête à chaque fois qu'on fait une réunion de plus de 85%. Donc on s'est dit, ce qu'on a créé, ça marche. Parce que le lendemain, ils ont leur double page dans le journal. Mais également, il y a la Minute Éco, il y a le JT de l'Éco. C'est de suite entre 250 et 500 000 vues à chaque fois. Donc, c'est quand même... La page Éco sur le site Internet est très importante en termes d'audience. Donc, on a vu le taux de satisfaction, que les clients étaient contents, qu'ils se rencontraient, qu'ils échangeaient. On a fait venir des intervenants extérieurs aussi de qualité, ce qui a permis de monter en gamme les rencontres. Donc, on s'est dit, on va le dupliquer dans d'autres secteurs. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a fait dans la santé, on a fait un carton, on l'a fait dans l'IMO, carton, on l'a fait dans l'innovation et on l'a fait dans le tourisme. Et là, l'année prochaine, on en lance encore 2 sur le RSE et la mobilité. Voilà. Et donc ça, c'est... D'où le chef d'entreprise. Ces réseaux de networking, aujourd'hui, représentent... Ça faisait 2% du chiffre d'affaires de la régie il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 10% du chiffre. Voilà. En fait, c'est des annonceurs qui ne communiquaient plus dans la Provence parce que prendre un quart de page ou une demi-page, ça ne les intéressait plus. En revanche, d'être partenaire et d'avoir de l'espace dans ce cadre-là, ça les intéresse. Et la preuve, aujourd'hui, on a plus de 120 partenaires sur tous les hubs. Des gens qui ne communiquaient plus chez nous. Donc, c'est une vraie croissance. Voilà. On voit que le businessman, c'est important. Il faut aller chercher. Il faut aller chercher, chercher des solutions. Oui, bien sûr, pour développer le chiffre d'affaires, optimiser la rentabilité. Voilà, c'est le boulot d'un chef d'entreprise, quoi. Rien n'est acquis. Avant de parler de la presse en général, au niveau des articles, est-ce que vous avez hésité des fois à sortir des articles? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être polémiques? Est-ce qu'on peut dire que la Provence est engagée? Ah non, on a une ligne éditoriale, on est apolitique. Apolitique, d'accord. Voilà. Donc, apolitique, on en parle, c'est principal. Mais on ne prend pas parti pour un ou l'autre, etc. On essaye d'être le plus objectif possible. Ah oui, non. À l'inverse d'avant. Ah, justement. À l'inverse d'avant, oui. Ah ouais, à l'inverse d'avant. Et on a voulu donner, puisqu'on parle de la ligne éditoriale avec France, une ligne plus positive. Quand on est arrivé, il n'y avait pas d'économie. Il y avait une demi-page d'économie une fois par semaine.
Aujourd'hui, il y a une page par jour et un supplément tous les mardis de 12 pages. Pourquoi ? Parce que sur notre territoire, on a une économie très dynamique, mais on n'en parlait pas. Donc nous, en tant que média de référence ici sur le territoire, on s'est dit, il faut qu'on pousse et qu'on parle de toutes ces startups, de toutes les boîtes, qui ne sont pas forcément que des startups, mais qui progressent, qui grandissent, qui vendent, qui vont chercher des capitaux, etc. Et aujourd'hui, l'économie est devenue un secteur très important dans le journal. Parlons de la presse en général. Comment elle va ? Et est-ce qu'elle a un avenir en papier, je parle ? Alors, comment elle va ? Elle va pas bien. Pourquoi ? Parce que c'est un changement de modèle. Le business model de la presse, c'est vendre des journaux. Aujourd'hui, on achète de moins en moins de journaux. Donc, après, il y a la pub, forcément, qui va avec, mais qui n'a jamais représenté autant que la vente de journaux. La pub, c'était un supplément, on va dire. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'appétence pour le contenu local existe toujours, parce que on est toujours très intéressé de savoir ce qui se passe à côté de chez nous, dans n'importe quel domaine, que ce soit des faits divers, que ce soit de l'économie, que ce soit du sport, etc. Oui, mais la problématique qu'il y a eu, c'est que tous les éditeurs, et moi j'en suis le premier à l'époque de la petite annonce, on n'a pas pris Internet au sérieux. On a dupliqué Internet, tous les contenus qu'on avait, on les mettait gratuitement sur notre site pour faire de l'audience et vendre de la pub. Mais les éditeurs de presse ont fait exactement pareil. Mais ce qu'on n'a pas anticipé, je me mets dedans, c'est l'ensemble des éditeurs, c'est qu'en mettant du contenu gratuit, on habitue les gens à avoir de l'information gratuite. Et quand on les habitue à avoir de l'information gratuite, après c'est très dur de les faire payer. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de rattraper, on en parlait tout à l'heure avec les metteurs paywall, à de plus en plus monétiser les contenus sur le site pour pousser à l'abonnement numérique et monétiser nos contenus. Mais ça prend du temps. Et donc c'est toute cette digitalisation qui est en train de prendre du temps parce que on a trop habitué les gens à avoir de l'information gratuite, quoi. Quand tu as un abonnement au kiosque, par exemple, tu sais, le kiosque.fr, là, tu peux être abonné pour 10 € pour avoir 50... Ils nous payent, Oui, mais il paye comme Spotify paye le chanteur. C'est vraiment pas pareil. Ah, mais c'est beaucoup moins, mais c'est certes, c'est beaucoup mais moins. C'est un vecteur c'est une source de revenus. C'est une source de revenus intéressante, surtout que les data qu'on a. C'est par exemple, si on prend le kiosque, 50% des gens qui téléchargent la Provence, ils sont hors zone. Donc c'est des gens qui n'achèteraient pas la Provence, de toute façon. D'accord. 50%. La presse, moi j'ai beaucoup d'espoir dans l'avenir, avec les droits voisins qui sont passés un peu d'un type... on va pas rentrer dans le détail, mais c'est un peu une rémunération des contenus éditoriaux un peu dans le style SACEM. Alors là, Google n'est pas d'accord, etc. Bon, ça va avancer. Je voulais savoir ce que tu en pensais, mais c'est la question d'après, mais tu peux répondre. Ouais, non. Moi, je pense, on a fait beaucoup de lobbying pour que ça passe, parce que il est normal qu'aujourd'hui, les contenus éditoriaux qui sont pris dans les GAFA, sur lesquels ils font des revenus, ils font de la data, etc., et ils rémunèrent pas les éditeurs, ce qui est pas normal, alors que dans la musique, il y a eu cette crise-là et grâce aux plateformes, ils ont réussi à rémunérer tout le monde. Et aujourd'hui, le marché de la musique se porte plutôt bien. Donc, c'est un peu le parallèle entre la musique et les contenus éditoriaux dans la presse. Donc, nous, la loi est passée au niveau Parlement européen, etc. Aujourd'hui, on appelle ça le droit voisin. Donc, tout ce qui passe sur le numérique, par exemple, incendie à Marseille, sur Google, etc. À chaque fois que quelqu'un va y aller, aujourd'hui c'est gratuit. Demain, il faudra que Google nous rétribue la lecture de cet article-là. Oui, mais d'un autre côté, quand tu entends les émissions tech qui parlent de droit voisin, ils te disent oui, mais si on est là, nous aussi, si par exemple, je sais pas moi, un Mediapart ou un Rue 89 est là, c'est parce qu'on est référencé sur Google. Google, c'est le premier fournisseur d'audience. Alors c'est un problème, quoi. Donc c'est un problème parce qu'il... Bien sûr, c'est le premier fournisseur d'audience, ça c'est clair. Et on le sait, c'est 97 ou 98% aujourd'hui des recherches en France, c'est Google. Mais ceci dit, il va référencer, toi tu vas poser une question sur Google, mais il va aller chercher un contenu à moi qui a été écrit par un journaliste que je paye, qui a des photos, que je paye, etc. Lui, il va faire de l'audience grâce à mes contenus. Mais ça vient de changer, maintenant il n'y a plus que là, il y a le lien. Ouais. Voilà, il n'y a plus que le lien, mais bon, là on les a au niveau de l'Alliance, je parle au niveau de la presse nationale, on les a attaqués, etc. Donc bon, ça va se régler tout ça. Mais c'est des montants assez importants, et puis je pense que ça peut... c'est l'avenir de la presse, de toute façon, qu'à aujourd'hui, qu'on rémunère au niveau éditorial tous nos journalistes qui écrivent, que nos photographes, etc., qui sont rémunérés. L'éditeur et eux, ça me semble normal. Mais tu penses, alors pour répondre à la question que tu n'as pas répondu, est-ce que tu penses que dans 20 ans, il y aura toujours une imprimerie en bas ? Oui, parce qu'il y aura toujours du papier, mais moi je vois le papier de plus en plus dans 20 ans comme du fond.
Voilà, comme beaucoup plus des articles de fond, des articles en profondeur. Et la brève sera plus sur le numérique, quoi. Ouais. Comment également tu as vu la montée des journaux comme Atlantico ou Mediapart? Est-ce qu'ils ont besoin de vivre avec du scoop pour vivre ou ça c'est vraiment, on parle vraiment que de digital, quoi. Oui, alors ils ont une élite éditoriale, donc Mediapart agressive, c'est un peu le scandale, va chercher. Voilà. Et après, ils ont des abonnés numériques qui payent tous les mois parce que ils ont trouvé leur clientèle, ça les intéresse. Et aujourd'hui, c'est rentable. Donc, tant mieux. Je veux dire, tant mieux. Mais je pense qu'à terme, il faudra que l'ensemble des éditeurs aient plusieurs dizaines de milliers d'abonnés numériques pour pouvoir survivre. De toute façon, ça passe par là. Parce que comme on ne vend plus de journaux, il faut bien vendre du numérique. Bien sûr. Ça passe par là. C'est pour ça qu'on met, nous, toute notre stratégie 2020-2021, pas toute, mais une grosse partie de notre stratégie, est axée sur l'abonnement numérique. On parle de la French Tech et de l'innovation. Enfin, tu es partenaire du Hub IMO, c'est ça? Explique-moi un peu ce que c'est. C'est moi qui l'ai créé, D'accord. le Hub IMO. Et comme on a fait le Hub Éco, le Hub Santé, c'est pareil, réseau de networking digitalisé avec tous les deux, on va dire 5-6 fois par an, des rendez-vous avec des intervenants extérieurs, aussi. Pareil, des rendez-vous avec des intervenants extérieurs de qualité. Alors la dernière, c'était sur le co-living, le co-working. Donc les partenaires viennent, on échange. Il y a une double page après dans le journal, 48 heures après. On va créer une minute émo sur toute l'actualité, ce qui se passe de l'IMO et qu'on va digitaliser, qu'on va pousser sur nos réseaux sociaux, etc. Sur notre site, bien évidemment. Et aujourd'hui, on a, je crois, une vingtaine ou 20 ou 25 partenaires sur le Hub IMO qui sont très satisfaits de ces rencontres-là. Donc ça marche plutôt bien. Et ils viennent aux différents événements et ils ont un rédacteur dédié qui va pouvoir, avec eux, transmettre leur actualité. Non. Le Provence Innovation, ça c'était. Pour revenir donc à la Provence, on a l'impression qu'il fallait vraiment ce duo avec Franz-Olivier Gisbert pour arriver à booster la Provence. Oui, parce qu'on a une marque fantastique. La marque, la Provence, dans la tête des gens, c'est une institution. Alors qu'on est une boîte privée. Des capitaux privés. Il y a un équivalent chez, je sais pas, le Midi Libre, le Progrès. Oui, voilà, dans chaque région, c'est des journaux qui ont été créés. Quel est s'il y a un classement, la Provence, il y a un classement national? Alors, après, ça dépend de la couverture. Si je prends Ouest France, ils ont le quart de la France. Donc, forcément, ils sont beaucoup plus gros que nous. Midi Libre aussi, c'est tout ce qui est Perpignan, Montpellier, etc. Chacun sa zone, donc on est chacun sur nos zones. En classement, non, je pourrais pas dire, on n'est pas très gros nous, puisqu'on n'a que 3 départements. Quand je prends le groupe EBRA, qui fait aussi le quart de la France, tout l'Est, de Valence jusqu'à Strasbourg, donc forcément qu'ils ont une quinzaine de titres, donc forcément qu'ils font beaucoup plus de chiffres d'affaires, etc. C'est pas comme ça qu'on peut le comparer. Ceci dit, non, la Provence, je veux dire, en termes de régie publicitaire, on fait partie des meilleurs. Voilà, on est la seule régie en 2019, qui ne regresse pas par rapport à l'année dernière. D'accord. Voire qui progresse même. Donc là, on se positionne. Donc l'important du business, oui, de trouver des nouveaux produits, de changer de notre fusil d'épaule, d'être beaucoup plus réactif, beaucoup plus proche des clients. Mais ici, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de CRM, il n'y avait pas tout ça, quoi. Donc on a investi quand même dans des nouveaux outils. On a changé le mode des rémunérations. Les commerciaux, par exemple, ils gagnaient autant que s'ils faisaient 10 000 ou 50 000 sur Internet, ils gagnaient le même montant. Pas normal. Donc tout ça, on a changé, on a fait évoluer les choses, on a digitalisé aussi toute la force commerciale. Aujourd'hui, on peut signer des bons de commande sur l'iPad, etc., ce qui n'existait pas. Moi, je l'avais fait en 2007 chez Logic Immo, ça. Donc tout ça, et remettre une dynamique dans la force commerciale pour avoir ces résultats-là. Alors aujourd'hui, en toute humilité, on peut dire qu'en termes de performance, on est une des meilleures régies de France. Ouais. Mais ton temps, tu le passes plus avec le commercial que l'éditorial, en fait. Les deux. Les deux. Il n'y a pas que ça. Il y a le commercial et l'éditorial, mais aussi il y a toute la diffusion, il y a tout le back-office, la compta, il y a toute la production, le technique, voilà, les RH. Ça se passe comme tu veux? Alors au début, c'était pas facile, parce que je venais du métier plus de la pub, mais moins de l'éditorial, quoi. Donc maintenant, oui, ça se passe bien. Ouais. Je crois que tu viens de déjeuner, donc on va parler perso. Je vais te poser quelques questions perso. Comment ça se passe ton organisation aujourd'hui, Provence Surface Privée? Tu as des jours Non, je fais en fonction de. Tu bosses ici pour l'un ou pour l'autre oui. Alors j'ai la chance sur Surface Privée d'avoir un directeur et des commerciaux. C'est vrai que ça se passe plutôt bien, ça a bien cadré. Je passe en moyenne
Allez, une demi-journée par semaine sur surface privée. D'accord. Et en général, c'est le week-end. En physique, hein? En physique, oui. En général, c'est le week-end. D'accord. Donc non, 95% de mon temps, c'est la Provence. D'accord. Ah ouais. Bah ouais, il y a beaucoup de travail ici. Ouais. Et c'est quoi la journée type de Jean-Christophe Serfati? Tu as un lève-tôt, tu as des routines, tu as Non, forcément, du sport, le samedi matin le tennis. Voilà, après-midi jouer un peu au tennis. Non, je suis là vers, on va dire, entre 8h30 et 9h le matin. En fonction. Alors, moi, j'ai une méthode de travail où tous les débuts de semaine, je vois en one-to-one mes proches collaborateurs. D'accord. Donc, des gens que je manage toutes les semaines. Donc, par exemple, tous les lundis, de 9h à 18h ou 19h, je vois en one-to-one tous mes cadres et tous les gens avec qui je suis en liaison directe, en management direct. Alors ici, j'ai un directeur général commerce, j'ai adjoint, j'ai une directrice générale qui s'occupe de tout le back-office, j'ai le marketing et la communication en lien direct, j'ai le digital, j'ai une partie du technique aussi. Donc tous ces cadres-là, je les vois une fois par semaine. Donc mon lundi, il est consacré au one-to-one. Et après, dans la semaine, donc je monte quand même aussi régulièrement à Paris pour tout ce qui est l'Alliance, pour notre régie publicitaire, etc. Donc je monte, on va dire, 2 fois par mois, à peu près, 2 ou 3 jours. Et puis après, c'est en fonction des déjeuners, des dîners, des opérations. Parce que c'est un métier, il y a 2 métiers, si tu veux. C'est un métier de chef d'entreprise, puisque la Provence plus Corse Matin, ça fait entre plus de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires quand même. Donc il faut gérer tout ça, 900 personnes, etc. Et après, il y a un métier de relations publiques. Ça fait tous les soirs, j'ai quelque chose. L'inauguration, jeudi à l'usine extraordinaire, demain soir, je ne me rappelle pas, il y a toujours des légions d'honneur, des inaugurations, des cocktails, voilà, il y a, on va dire 4 soirs par semaine, je suis dehors. Tu as des outils que tu utilises particulièrement, enfin je ne sais pas si tu es assez tech à titre personnel, pour, je sais pas moi, Slack ou Evernote ou des choses comme ça. Dropbox. Ouais, Dropbox beaucoup. Ça me permet d'être en liaison avec mes autres boîtes. J'ai tout sur Dropbox. Donc ça, j'archive et j'ai tout là-dessus. Non, après j'ai la chance d'avoir 2 assistantes, une assistante à la Provence et une assistante chez Surface Privée, qui est mon assistante historique, qui travaille avec moi depuis 25 ans, donc qui gère aussi tous mes papiers personnels. D'accord. Donc avec 2 assistantes, je m'en sors bien. Voilà. Quand tu montes des magazines comme par exemple sur Surface Privée ou Logikimo, tu montes des éditions, il faut recruter. Ouais. Et c'est la clé, parce que est-ce que tu as un truc, c'est toi qui recrutes ou tu as un truc pour recruter? Tu prends un cabinet ou tu as un feeling, quelque chose? Non, c'est moi qui recrute. C'est toi qui recrutes. En général, c'est moi qui recrute. Et tu sens le gars? Après, j'ai déjà fait appel à des cabinets de chasse, forcément, ça c'est clair, quand sur des postes bien spécifiques. Mais on va dire, par exemple, sur Surface Privée, non, c'est moi qui ai recruté toute l'équipe. Ouais. Tu as une méthode ou c'est... On dit qu'un bon recruteur, s'il se plante une fois sur 2, il est content. Ouais. Voilà. Donc, on va dire que je ne dois pas être trop mauvais. Voilà, c'est ça. Ton plus bel échec ou ton échec préféré? Mon plus bel échec professionnel, c'est, on n'en a pas parlé parce que je peux en parler, j'ai monté une plateforme d'achat de marchandises pour les restaurateurs. Ça s'appelle Resto Market quand je suis parti de Spire. D'accord. J'ai cramé pas mal d'argent là-dessus. En fait, j'étais pas time to market. Ça commence à marcher aujourd'hui. Moi, je l'ai lancé en 2013. Alors, explique, parce que moi, j'étais à l'époque restaurateur, justement. C'était Resto Market, ça s'appelait. C'est une plateforme où le restaurateur va dessus, il peut faire son panier comme un site d'e-commerce et où tous les fournisseurs sont référencés avec des promos et il peut faire son panier, acheter directement par Internet. Oui, parce que Promo Cash ou Métro, c'est pas si vieux que ça qu'on puisse commander maintenant. Voilà, ça. Moi, c'était bien avant. C'était bien, ouais. Ouais, c'était bien, mais j'étais pas time to market. Et comment tu es arrivé là? Parce que j'ai une idée. J'ai dit, je fonce. D'accord. Je voyais l'idée géniale, etc. Mais l'idée est bonne, mais j'étais pas time to market. Et puis, il faut voir aussi que quand je suis parti de Spire en 2011, j'avais plus de 3000 collaborateurs. Donc, c'était 200, 300 mails jour, etc. Le jour où tu t'en vas, 3 jours après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de mail, il n'y a plus rien. Donc, je suis la redescente. Alors, ok, une fois que tu as été chercher ta fille à l'école, que tu as été jouer au tennis, etc. Et en fait, pour avoir discuté avec beaucoup de chefs d'entreprise qui ont vendu leur boîte, c'est la peur du vide. Ouais. Et en fait, on fait des choses et comme on a un peu d'argent, on investit sans vraiment réfléchir, en fait, sans prendre tous les tenants et les aboutissants.
Et ce qui a fait que voilà, c'est un échec. Par contre, Mais un échec nécessaire parce que grâce à ça, j'ai pu rebondir. Je me suis dit, il y a un truc que je sais faire, c'est créer des magazines immobiliers. Et donc, c'est comme ça que j'ai recréé Surface Privée aussi. Mais 98, quand tu vends, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu aurais vendu, tu aurais peut-être été business angel ou. Si, j'ai investi dans quelques startups, et quand même, je faisais partie de Provence Business Angel, etc. J'ai investi dans quelques startups. Mais je suis plus opérationnel, moi, que dans mon caractère. Enfin, je pense que je suis plus opérationnel que investisseur. Voilà, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis. Ouais. Voilà. Tu l'as dit, tu as monté une boîte de t-shirts. C'est assez éclectique, en fait. Hein. Dès que ça t'intéresse, des opportunités, des idées, je fonce. Et ça fonctionne toujours ? Ouais, ça marche bien. Ouais, Qu'est-ce que c'est comme t-shirt ? Non, c'est des t-shirts pour les gens qui sont sous perfusion. C'est particulier. Médicaux, donc, d'accord. Là, on commence. Oui, j'ai une boîte de marchand de biens aussi avec Mika, mon associé de l'époque. Voilà, donc Michael on a Lacoste. plusieurs boîtes. Michael Lacoste, ouais. On a plusieurs boîtes ensemble. Et... Non, ça va, ça fonctionne. Ta plus grande réussite, à part tes enfants ? Après les enfants, Ouais. c'est quand même Logikimo. Ouais. C'est Logikimo. Ah ouais, c'est Logikimo. Ouais. Une belle aventure. Belle aventure humaine, surtout parce que. Mais tu l'as vendu tôt quand même. Non, j'ai vendu au bout de 3 ans. Oui, mais après je suis resté 11 ans quand même. Hein. Oui, mais tu l'as vendu tôt. Enfin, tu me diras quand il y a le chèque devant, quoi. Ouais. L'opportunité, quoi. L'opportunité. Alors peut-être que j'aurais peut-être dû le garder, je l'aurais vendu peut-être 3 fois plus cher, mais peut-être que j'aurais pas réussi à le développer comme j'ai fait. Enfin, je regrette pas. Moi, je suis parti avec une mallette, j'ai créé ma boîte avec 50 000 balles. Je pense qu'au-delà de la réussite un peu, on va dire, sans lever de fonds financière, voilà, c'est surtout que à aujourd'hui, c'est comment on pourrait dire ça, c'est plutôt l'expérience et c'est au niveau professionnel où j'ai le plus appris. Parce qu'en rentrant dans un groupe comme ça, coté en bourse, moi, avec mon BTS, je rencontrais les analystes financiers à Paris et à Londres pour discuter des valos des entreprises, etc. Donc tout ça, je l'ai appris sur le tas. Voilà. Et donc, et ce qui me sert aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je gère des comptes d'exploitation, etc. Savoir que moi, la première année de Logikimo, on faisait une situation comptable et on allait vendre, on ne savait même pas combien on gagnait, etc. On était vraiment des artisans de ce métier. Et donc, c'est grâce aussi au groupe Spire que j'ai pu, et puis toute l'évolution professionnelle, on va dire, que j'ai pu apprendre tout ce qui était le contrôle gestion. Tu regardes derrière des fois ou tu regardes que devant ? Que devant. Que devant. Non, je suis content. Je veux dire, voilà, je ne fais pas un bilan parce que, bon, à 53 ans, en partant avec 50 000 balles, il y a de ça 25 ans, bon, c'est pas mal débrouillé, voilà. Bon, il y en a qui ont fait 100 fois mieux, il y en a qui ont fait 100 fois pire. Hein. Bien sûr. Il faut pas se prendre la tête, moi, je me prends pas la tête là-dessus. Mais le parcours, oui, quand je le regarde derrière, je me dis c'est pas mal. Mais je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Tu as des mentors ? Ah ouais, j'en ai quelques-uns. Philippe Léoni, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai déjeuné encore la dernière fois, qui a une superbe réussite dans les fonds d'investissement. Oui, lui, oui, ça c'est clair. Bernard Tapie, parce que bon, ça fait que malheureusement, Bernard, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'admiration forcément, mais j'ai pris mon poste à Provence, il a été malade un mois après. Donc on travaille, on échange, etc. Mais bon, il est passé par toutes ces problématiques qu'on connaît de sa maladie, etc. Donc ce qui fait que j'ai peut-être pas pu travailler à 100% avec lui parce qu'il avait d'autres soucis, quoi. Voilà, mais bon, c'est quelqu'un qui a une volonté et qui m'a appris une chose, c'est quand on veut quelque chose, il ne faut pas lâcher, quoi. Voilà. Et donc lui, il est comme ça et je prends grand plaisir à échanger avec lui sur tout ça. Bon, c'est un personnage. Et après, j'ai aussi une personne qui s'appelle Jacob Abou, qui est... Ah non, mais c'est un gars extraordinaire. Alors moi, je l'ai entendu beaucoup sur des podcasts. Chaque phrase, tu pourrais la citer presque. C'est un gars qui a un recul sur la vie. Extra. Et Jacob, c'est un ami aussi. Et c'est lui, en fait, quand je te racontais tout à l'heure que je suis monté à Paris, je travaillais dans un journal. C'est un journal qu'il avait créé lui. Il était PDG du journal et moi, j'étais son commercial. Oui, parce qu'il a créé le journal de l'auto, Decra aussi. Decra, il a racheté. Déménageur breton, il me semble. Ah non, mais c'est un gars. Un vrai serial entrepreneur. Ah oui. Mais très bon art, très bon art. Ah oui, il a l'air. Il y a 15 jours au téléphone. Il vit entre Miami et ici maintenant. D'accord. Il est à la retraite. Mais voilà, et lui aussi, il m'a beaucoup appris. Ah oui, ça, je veux bien le croire, ouais. Donc voilà, c'est ces 3 personnages, on va dire Jacob, Philippe et Bernard. Tu lis, à part la Provence comment tu progresses ? Peu. Je suis pas très... Beaucoup de télé.
Tout ce qui est information, les documentaires, etc. Tout ce qui est économie, ça m'intéresse vraiment. Après, bien sûr, j'ai la Provence, puis je m'intéresse pas mal au sport aussi, parce que bon, quand on sort de là, j'aime bien me détendre aussi. Donc, c'est le foot, c'est voilà, d'autres choses. Dans 10 ans, tu travailleras toujours, tu auras Oui, envie je travaillerai toujours. Ouais. J'arrêterai pas de travailler. D'accord. Je l'ai vécu, hein. Je me suis arrêté de travailler pendant... Bon, j'étais plus jeune, mais je me suis arrêté de travailler pendant 1 an. Même si on n'a pas de soucis financiers pour faire vivre sa famille, etc., on a l'impression d'être inutile. Et moi, j'ai besoin d'apporter. Autrement dit, je te propose maintenant un business, tu écoutes. Ah, toujours. T'écoutes, tu t'es dit pourquoi pas. Tu peux te dire pourquoi pas. D'accord. Ah oui, mais je regarde toujours des business. Hein. Ouais. Alors, j'ai pas trop le temps parce que bon, mais. T'as l'air, ouais. Non, mais je suis à l'affût Enfin, à l'affût. Toujours en veille. Oui, en veille. Et puis là, maintenant, ce que j'espère surtout, là, je suis sur une super idée. J'ai eu une super idée. Je peux pas en parler parce que c'est assez confidentiel. Je pense qu'il y a un carton à faire. Et j'ai mis mes enfants dessus. Ce qui est magnifique, puisqu'ils sont les deux. J'en ai un en bac plus 4 et l'autre en bac plus 2 à Paris, dans une école spécialisée dans le digital. Chez qui l'IM. L'IM, qui est Léonard de Vinci, qui est une des meilleures écoles de digital en France. Et mes gosses travaillent maintenant sur le projet. Et mon rêve, ce serait de refaire entrepreneur, repartir avec eux et les aider à développer. Donc tu vibres toujours. Oui, toujours. Ouais. C'est bien, ouais. Le business, ça me fait vibrer. Si on veut te joindre ou te contacter, LinkedIn... Mon portable, LinkedIn, je suis sur tous les réseaux sociaux. Ouais, d'accord. Mais bon, ce qu'on dit, c'est que je suis assez abordable, donc voilà. Pas de problème. Écoute, Jean-Christophe, on a fait un grand tour. Ouais. On sent qu'il y a vraiment de l'expérience. Ça m'étonne pas que tu sois copain avec Jacob Abou. C'est le même genre de... ça m'étonne pas. C'était vachement enrichissant. En tout cas, merci. Merci à toi. C'était très sympa aussi comme échange. Ça permet aussi de se dire, finalement, quand on regarde en arrière, c'est pas trop mal ce qu'on a fait parce qu'on s'en aperçoit pas, etc. Voilà, ça permet c'est bien de parler de sa vie des fois. Voilà, ça permet de prendre du recul. Ouais. J'avais fait une bonne interview avec Paul Molga des Échos. Je sais pas si tu connais, le jour où j'ai pris le poste de la Provence. J'ai lu dans les Échos, choses, voilà. Et c'était pareil, on avait fait un petit retour en arrière sur le parcours. Et bon, mais l'idée de ce podcast, c'est vraiment de parler sur la personne plus que sur l'entreprise. Ouais. C'est bien de savoir donc. Après, alors si on veut dire quelques mots sur la personne, je pense, mes amis le diront, mais que peu importe la réussite professionnelle, on s'en fout. Ce qu'il y a, c'est les rapports humains, c'est garder pas se prendre la tête, pas se prendre pour un autre. Voilà. Moi, j'ai horreur de ça. Voilà. Merci. Merci. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.